Merci, merci Jean-Yves. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. J'ai envie de le dire comme ça. Il me fait toujours plaisir de reconnaître en toute amitié des visages quand je viens ici maintenant. C'est devenu une belle habitude, si je puis dire. Jean-Yves Proulx m'a invité à intervenir sur la question des mots du pouvoir. C'est pas vraiment une intervention que je fais de manière récurrente. Là. Effectivement, c'était l'occasion de se rendre compte que, en intervenant sur les paradis fiscaux, sur la finance criminelle, sur le rôle des banques canadiennes dans l'histoire des 19e et 20e siècles, l'histoire coloniale de la Caraïbe, en intervenant sur le rôle préjudiciable des sociétés canadiennes en Afrique, dans le domaine minier en particulier, en travaillant sur les modalités aussi de gestion qui prévalent dans le capitalisme contemporain, bien forcément on est confronté au langage, au vocabulaire du pouvoir. Et puis on peut faire un lien avec une tradition dans laquelle je m'inscris. De fait, c'est un peu sur le tard, je m'en suis au fond rendu compte. Hein, j'étais un peu comme le monsieur Jourdan de la pensée critique. Hein, c'est-à-dire que je me suis inscrit dans mon travail dans une tradition qui est celle de la critique, okay, dont je vais parler un petit peu en préambule, hein, avant de donner des exemples, hein, de comment on peut manier la critique par rapport aux termes idéologiques qui dominent le paysage social. Donc, dans un premier temps, je parlais de la pensée critique, mais ensuite, je vais revenir sur certains mots à titre d'exemple, ceux que Jean-Yves Proulx a mentionnés notamment. Critiquer, c'est pas seulement chialer, râler, chiquer de la guenille, se plaindre. Alors, souvent, c'est comme ça qu'on pense la chose et, au fond, la critique a assez mauvaise presse, hein, très souvent. Autour de la dinde, à Noël, hein, autour du barbecue, l'été, on dit arrêtez de critiquer. Là. Bon. Cessez de critiquer, c'est pas bien. Hein, et qu'est-ce que ça veut dire? Implicitement, ça veut dire un petit peu adhérer aux choses telles qu'elles se passent. Quoi. Bon. Mais critiquer dans l'histoire, quand on prend les mots par le grand bout, on voit aussi d'où ils viennent et quelle est leur force historique. De critiquer dans l'histoire, ça a été d'abord une opération philosophique. Bon, je vais très vite parce qu'on pourrait faire une genèse très très fine, remonter en Espagne chez Gratien, l'homme de cour, on pourrait aller même peut-être jusque chez les Grecs avec Diogène et tout le mouvement cynique. Mais bon, si on reste quand même à une échelle, de la modernité, disons. Pour le dire vite, il y aurait chez Emmanuel Kant, très certainement, un philosophe avec ses trois critiques, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, la critique de la faculté de juger, qui, le premier, vraiment, a inscrit ce mot dans notre culture. Et la critique, là, je ne vais pas en parler longtemps parce qu'on est loin de la politique chez lui, là, mais la critique, en quoi consistait-elle? Elle consistait moins à parler des objets qui avaient intéressé jusqu'à maintenant l'histoire de la philosophie, qu'à penser la façon qu'on avait comme être humain de raisonner sur ces objets-là. Donc la critique consistait en une forme de retour, hein, une halte sur des modalités par lesquelles on pense plutôt que sur les objets eux-mêmes, plutôt que de penser le temps, l'état, l'espace, ou des enjeux sur la morale, par exemple. Et ce qui l'intéressait, c'est comment, au fond, notre entendement est fondamentalement constitué pour penser les choses. Donc, il y avait quelque chose d'un retour, d'une opération spéculaire, là, comme à la manière d'un miroir, là, pour revenir sur les modalités de l'entendement avant de parler de ce dont l'entendement parle. Quoi. Bon, et c'était ça la critique. Et bon, d'une manière plus radicale, Karl Marx a repris le concept de la critique de l'économie politique et lui, il s'est intéressé un peu à la Kant, mais d'une manière très ancrée historiquement et très polémique, à la façon dont les économistes, ceux qu'on appelait les économistes déjà, David Ricardo et Adam Smith principalement, modulaient la façon de penser l'économie de façon à ce qu'on s'organise comme on s'organisait. Là, la critique, c'était au fond toute l'œuvre de Marx,
Il y a de l'écho, je ne sais pas si c'est 2 micros d'ouvert ou c'est peut-être celui-ci. Hein, non? Ah, c'est vous le coupable. Donc, la pensée de Marx, avant d'être un discours sur la condition ouvrière, sur l'émancipation, et avant même d'être tout ce à quoi on l'associe d'une manière délirante, là, le stalinisme, les goulags et les partis communistes totalisant, là, bien étranger à tout ça, la pensée de Marx est d'abord avant tout un retour sur la façon dont les économistes ont contribué idéologiquement à fasciner leur monde. Hein. C'est une lecture du formatage dont les économistes se sont montrés responsables à partir de la fin du 18e siècle, notamment Adam Smith et David Ricardo. Et toute la classe dirigeante qui a fait mise en application ces théories, ou toute la classe dirigeante qui a mis en application des pratiques dont ces économistes-là ne sont que les théoriciens. Bon, ça, c'est ce qui peut caractériser la critique, mais d'une manière plus proche de l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui. Je dirais qu'il y a dans un mouvement qui date d'une centaine d'années, qu'on a résumé par l'expression « l'école de Francfort », là, une pratique encore plus, je dirais, plus serrée quant à cette critique, et qui consiste à réfléchir, Marx avait déjà commencé, ça continue par la suite, mais je vais résumer les choses, parce que je ne suis pas là pour donner un cours d'histoire, mais à l'idéologie. Bon. La critique a consisté dans l'école de Francfort, surtout si vous vous intéressez à des textes, à l'auteur Max Horkheimer. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais après vous voir un peu à la manière d'un médecin, vous faire des ordonnances. Mais voilà, vous pouvez lire ceci, cela. Non, mais Max Horkheimer est un auteur qui a pensé énormément la pensée critique. Si vous pouvez tomber sur un écrit qui s'intitule « Théorie traditionnelle et théorie critique », vous aurez là un texte fondamental sur la pensée critique qui nous dit au fond deux choses et qui résume assez bien tout un mouvement de pensée occidentale qui cherche à résister à la façon dont les idées dominantes s'imposent, consiste à dire deux choses. La pensée critique consiste d'abord à traquer l'idéologie. La pensée critique consiste à analyser en quoi les mots qu'on cherche à nous mettre dans la tête et les mots qu'on cherche à discriminer, c'est-à-dire à nous enlever de la tête, dire gouvernance plutôt que politique, par exemple, dire être une grande démocratie plutôt qu'une colonie, bon, ainsi de suite. Tous ces mots qu'on veut nous mettre dans la tête et qu'on veut raturer par ailleurs, relèvent d'intérêt, relèvent de stratégie, de pouvoir, relèvent d'une façon qu'ont les puissants d'organiser le réel, notamment par les schèmes, les arguments types, les raisonnements autorisés et les notions en vogue dans notre esprit. Comment on arrive à les inscrire par la propagande, par une éducation officielle dûment instituée, par des incitatifs, par des menaces. Bon, n'importe qui a eu une vie professionnelle sait qu'à un moment donné, il y a des mots qu'on n'utilisait pas. Et ce n'étaient pas des gros mots. C'était des mots qui, tout simplement, nous nuisaient dans nos perspectives de carrière et simplement dans notre vie quotidienne au travail. Parce qu'ils choquaient au bénéfice d'autres mots qui, eux, recevaient le suffrage d'une autorité patronale ou même institutionnelle. Bon. L'idéologie, au fond, comment on peut la définir? Là, je cite une auteure encore plus près de nous, qui est une contemporaine, une Française, une philosophe marxiste qui se nomme Isabelle Garot et qui a écrit un livre qui s'intitule « L'idéologie ou la pensée embarquée », un petit livre publié à la Fabrique.
Et qui, en gros, là c'est ma lecture, hein, j'en ai dégagé une sorte de cadre là, qu'on ne trouve pas nécessairement comme tel dans son livre, mais qui peut se retrouver si on lit entre les lignes, ou enfin, si on fait des recoupements. Je dirais qu'elle, ce qu'on peut inférer de son livre, c'est que l'idéologie représente 5 choses. D'une manière générale, on peut encore dire de cette idéologie qu'elle constitue au fond le mortier sémantique qui fait tenir dans nos têtes les institutions en tant qu'elles opèrent dans le dehors. Quand on marche dans une ville, ici, une ville comme Trois-Rivières, qu'est-ce qu'on a? On a des immeubles gouvernementaux, un palais de justice, un poste de police, une université, on a une mairie. Et l'idéologie, c'est l'espèce de ritournelle, l'espèce de petit récit d'ailleurs qu'on nous rappelle toujours à la radio ou dans les journaux, qu'on met à jour par toutes sortes d'incantations, de prières, de piqûres de rappel, qui consiste à faire tenir dans nos têtes l'organisation de ces sociétés-là. Avec toutes sortes de dictons et de devises et de petites phrases qui consistent à dire, je ne sais pas, le client a toujours raison, les riches créent la richesse, il faut être compétitif, il faut savoir se vendre sur le marché du travail. C'est toutes ces espèces de petits... J'appelle ça le mortier sémantique qui fait tenir les institutions dans nos têtes. C'est tous ces mots qui font qu'on agence dans nos têtes d'une certaine façon les structures hiérarchiques, au fond. Les structures hiérarchiques. On va dire, Paul Desmarais est un grand homme, et puis le petit voyou qui a volé une pomme au coin de la rue, il mérite de faire la prison, quoi. C'est cette espèce de récit comme ça qu'on va encore entretenir et qui sont entretenus socialement par des pouvoirs idéologiques qui ne nous laissent pas une seconde de répit pour penser par nous-mêmes. On va même instaurer l'information en continu pour qu'on soit sous perfusion médiatique et qu'on soit continuellement alimenté par ce sérum de l'esprit, quoi. Donc on est continuellement en quelque sorte biberonné par ce discours qui nous amène à structurer d'une certaine façon le monde. Quoi. Et Isabelle Garot va présenter en 5 points le fond, en quoi consiste l'idéologie. L'idéologie consiste très certainement d'abord en une opération de cadrage. C'est ce que fait l'idéologie. Elle cadre, un peu comme on pourrait l'entendre, vous voyez-y une métaphore, mais dans le domaine cinématographique ou photographique, on cadre. Si vous avez, par exemple, une manifestation politique, vous pouvez très bien, disons qu'il y a 200 manifestes, vous pouvez très bien cadrer les choses de manière très très serrée, puis là on a une impression de densité, là. Les gens crient, hurlent, l'image peut bouger, comme ça donne une impression de dynamique. Et si vous voulez faire passer les gens pour dérisoires, tout ce que vous faites, c'est que votre caméra, vous cessez de la mettre sur l'épaule, mais vous la placez sur un pied très loin, vous avez un plan très large, puis vous voyez des gens perdus là-bas qui manifestent. Et l'impression est tout à fait différente. Et c'est vrai pour l'image, mais c'est vrai dans le discours aussi. Le cadrage est une façon d'établir un foyer de concentration, par rapport à l'esprit, un foyer sur lequel on va se concentrer. Est-ce que c'est une perspective large où on voit des gens perdus, ou c'est une perspective rapprochée où on voit des gens intenses? Ça fait toute la différence, quoi. Et il y a une notion qui vient tout de suite après, qui est liée au cadrage, le deuxième point, c'est la perspective. La perspective, c'est que le cadre nous amène à imaginer ce qui précède et ce qui va s'en suivre. Forcément, il va y avoir dans le temps, la perspective, c'est la dimension temporelle du cadrage qui est plus immédiate. C'est l'idée d'une trajectoire, d'un passé et d'un avenir. Et c'est toujours la même chose. L'idée, c'est de faire valoir une certaine trajectoire historique au détriment d'autres. Autant ce qui concerne le passé que l'avenir. Dire que le Canada est un grand pays démocratique qui a été construit autour d'un chemin de fer, c'est autre chose que dire que c'est un pays de voyous qui a été construit sur la base de la corruption politique, avec des gens qui étaient à la fois ministres et actionnaires de grandes anciennes sociétés de la couronne et qui continuent aujourd'hui à organiser ces structures de façon à ce qu'une firme dans le domaine de l'ingénierie ne subisse pas son procès. C'est deux trajectoires et il y en a une qui convient et l'autre qui ne convient pas si on a des objectifs de carrière, notamment à Ottawa. Donc c'est comme ça que... Et ça fonctionne dans plusieurs milieux. C'est-à-dire que du moment qu'on parle d'une entreprise minière et que les idéologues
fasse peser toute la réflexion sur la notion de création d'emploi. C'est tout ce qui compte. La question que j'évoquais tout à l'heure, implicitement de SNC-Lavalin, le discours de Justin Trudeau portait sur la création d'emplois. Il défend des emplois. C'est pas des actionnaires. Non, c'est pas des actionnaires, c'est ça même pas ce que c'est. Des millionnaires, non, il n'y en a pas. Non, les petits emplois, c'est ça qui tient à cœur, le premier ministre quand il se réveille le matin. Quoi. Bon, c'est ça le discours. Bon, c'est exactement la même chose. Si on va saisir, par exemple, il s'agit de créer une mine à ciel ouvert en Abitibi, à Malartic. Il suffit d'axer le discours sur la création d'emplois. Quoi? Vous êtes contre la création d'emplois? 200 familles qui vont bien vivre, les enfants qui vont aller à l'école en ayant bien mangé le matin. Quoi. Mais ça, c'est toute une façon d'organiser le discours pour oblitérer ce qu'on ne veut pas faire entendre. On profite de... dire qu'on va étudier pour augmenter son capital sur le marché du travail dans le but frénétique de devenir une ressource humaine dans une entreprise. C'est une toute autre façon de voir l'éducation que si on la présente comme étant de nature à générer une citoyenneté critique apte à faire preuve d'autonomie devant des pouvoirs qui abuseraient des peuples. Quoi. C'est deux façons... Le cadrage là, initial, là où on met l'accent, induit toute une perspective autant en amont qu'en aval. Bon, c'est ça en quoi consiste l'idéologie. Ensuite, il y aura tout l'enjeu de la naturalisation. Une fois que ça c'est fait, l'idée c'est de faire passer le discours idéologique pour normal. Et là, avec l'adjectif normal qui a même été celui qu'a utilisé il y a 7 ans un candidat pour se faire élire à la présidence de la République en France, là, le président normal, c'était François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, il était normal, lui. Être normal a quelque chose d'intimidant, parce que ça renvoie à une norme, mais ça renvoie assez vite à la santé mentale. Okay? On est normal ou on est, assez fêlé, quoi. Donc, c'est l'idée de quelque chose, on fait passer... Et là, il y a un excellent livre là-dessus qui est de Edward Bernays, Propaganda, qui n'est pas du tout un auteur critique. C'est quelqu'un qui a inventé la propagande, qu'on a ensuite rebaptisé justement les relations publiques parce que le mot était un peu trop chargé, mais qui montre dans son livre comment intimider un peuple par ce qu'il appelle des faiseurs d'opinion. Par exemple, sur les vaccins liés au H1N1, on met... sur la tribune, les joueurs des Alouettes, les responsables de la Chambre de commerce, les recteurs d'université, Amir Kadir, on va chercher un journaliste dans le domaine de la santé publique. Et là, on y va d'une sorte de... je dis pas que les acteurs sont tous des complotistes, là, mais on s'organise pour, sur la place publique, engager tellement de voix qui font un peu l'effet d'un rouleau compresseur, qu'après ça, on est intimidé à penser autrement. Et donc, qui aujourd'hui va dire, au risque sinon de passer pour folle ou fou, là, que ben non, moi j'étudie parce que je veux être un bon citoyen, puis ça ne m'intéresse pas de savoir si je vais mener une belle carrière. Puis, mais t'es pas responsable, c'est pas raisonnable, pense au PIB qui n'augmentera pas à cause de toi. Bon, il y a tout ce espèce de discours intimidant qui est comme soit latent, soit à demi explicite, ou soit tout à fait affirmatif. Quoi. Bon, et c'est ça, l'idéologie crée l'impression, quand on domine une population, par le capital, c'est l'argent excédentaire, par l'industrie, par la finance, par, c'est-à-dire les banques, là, par les médias, par le financement des universités, par le discours propre qu'on peut avoir à travers une chambre de commerce, par le lobbying. Quand on domine une société, on peut très bien présenter comme normal, naturel, évident des discours qui ne le sont pas du tout. Pas du tout évident de se dire qu'on va complètement piller des régions. Il n'est pas du tout évident de dire qu'on va en 100 ans épuiser à peu près toutes les richesses pétrolières du monde. Quoi. Bon, on ne le fait pas assez pour évident. Bon. Après ça, il y a toute la question des contradictions.
en dire que ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un travail pour avoir un pouvoir d'achat. Bon, ok, peut-être que vous prendrez des psychotropes en cours de route, peut-être que vous ferez 3 dépressions nerveuses, peut-être que vous allez vous gaver d'alcool le vendredi soir, peut-être que dès que vous allez avoir 2 semaines, vous allez vouloir aller au bout du monde pour oublier votre vie. Hein? Mais ce qui compte dans la vie, c'est avoir un bon emploi. Et ça, c'est une contradiction. Et l'idéologie vise à, en quelque sorte, présenter comme étant lisse des contradictions. La planète va brûler tellement le climat s'échauffe en quelques années, mais il faut continuer à faire tourner l'économie par le tourisme, et ainsi de suite. Donc on est continuellement dans des contradictions. Et enfin, je passe rapidement mais sur le fait que toutes ces stratégies-là visent à gommer une chose, c'est un rapport de domination qu'on présente comme étant normal, on présente comme étant démocratique, hein, comme relevant de droits universels, des politiques publiques et des activités institutionnelles qui en réalité profitent à une classe au détriment des autres. Bon, et on va dire, bon, voilà, ce qui est important, c'est la croissance, alors qu'elle est ponctionnée par une classe sociale en particulier. Donc ça, c'est... Je suis toujours dans mon propos liminaire. Ça, c'est seulement mon premier point sur la pensée critique. Et l'autre idée, par contre, je vais aller un peu vite là-dessus. Mais non, pas tout à fait. Le premier point, il y a un autre enjeu aussi, c'est de savoir, c'est très important chez Horkheimer, à quoi sert la science. On pourrait penser, avoir l'impression qu'il y a des domaines dans le monde universitaire, notamment dans le monde de la recherche, où les activités en cours relèvent simplement le fait d'une curiosité de beaux esprits qui cherchent à faire avancer la connaissance. Hein. On serait comme lié comme ça à une sorte de logos, envers lequel on aurait comme un rapport de dévotion, et d'une manière incantatoire et solennelle, on développerait de la pensée pour augmenter la puissance de ce logos qui est la connaissance universelle. Donc, ce qui intéressait notamment Horkheimer, c'est de se dire, mais pourquoi tout d'un coup on cherche là-dessus et pas sur autre chose? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, les gouvernements mettent des millions de dollars dans la recherche autour des algorithmes, mais pas sur la pensée de Marx, quoi. Pourquoi est-ce qu'on, tout d'un coup, on s'intéresse beaucoup à la cure en ce qui concerne les cancers, mais très très peu aux causes sociales, notamment l'alimentation, quoi. Bon, pourquoi... Bon, ainsi de suite, c'est pour des raisons d'intérêt. Très souvent, au fond, les centres de recherche universitaires sont des laboratoires dédiés aux intérêts des grandes entreprises, mais subventionnés par les contribuables, de fait, quoi. Et ce qui intéressait beaucoup, par exemple, Hanson Rabinbach, dans un livre qui s'intitule « Le moteur humain », c'était de voir pourquoi tout d'un coup, à la fin du 19e siècle, on s'intéressait à l'entropie, on peut le dire autrement, la fatigue. C'est surtout à la fatigue. On prenait un chien fatigué, et puis on lui injectait du sang d'un chien qui venait de dormir pour voir si on pouvait l'amener à repasser un cycle d'activité sans passer par le sommeil. Bon, bien évidemment, ce qu'on voulait avoir, ce qu'on voulait créer à travers toutes ces expériences, on ne voulait pas juste le savoir, on voulait créer un ouvrier qui n'a pas besoin de dormir. Bon, et comme l'a pressenti avec beaucoup de lucidité Charlie Chaplin dans les temps modernes, où on montre un ouvrier qui peut manger en travaillant, puis pourquoi pas se passer de sommeil. Et on essayait de lutter contre la fatigue. Et pourquoi pas avoir un soldat au front qui, contrairement à celui d'en face, n'a pas besoin de se reposer. Parce qu'on a trouvé une façon de faire l'économie du sommeil. Et les scientifiques, conscients ou pas, travailler à ça, étaient encouragés par des subventions, les mêmes carottes qu'aujourd'hui, des subventions, du prestige, ainsi de suite, à travailler dans ce secteur-là. Et la pensée critique consiste à se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi ça va servir, d'où ça vient, pourquoi on nous incite à faire telle chose. Et oui, on devrait mordre la main qui nous nourrit. Et oui, on devrait se demander pourquoi on nous nourrit, nous, et pas l'autre. Ça devrait nous inquiéter qu'on nous nourrisse beaucoup pendant qu'on affame le voisin qui, pourtant, a des qualités aussi. Alors, ça devrait nous poser des questions, bon, et plutôt que nous flatter l'orgueil. Donc ça, c'est le premier point par rapport à l'idéologie. L'autre, je vais essayer d'être plus court en disant que la pensée critique consiste évidemment, à développer un contre-discours et à s'instituer
autant que faire se peut, par tous les chemins défoncés de l'histoire, comme dit Gaston Miron, comme un contre-pouvoir, en développant des notions, des concepts, des raisonnements, des points de vue, une reprise des discours idéologiques, mais corrigés, mais mis en perspective, qui repose, c'est peut-être le point aveugle de la pensée critique quand on lit, c'est ceux qui en ont mieux parlé, mais je ne peux pas m'empêcher de dire en lien avec quelque chose qui serait une morale élémentaire, la justice sociale, le progrès social. Dans des domaines plus pointus, on pourrait parler de justice fiscale, ou par rapport à des partis pris très clairs, eux peut-être plus explicites. Par exemple, le marxisme, l'engagement politique révolutionnaire. Il y a eu différents degrés, je dirais. Mais il y a comme ça, à la base, un principe qui n'est pas lié à des intérêts particuliers. C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'on ne pense plus en fonction d'intérêts particuliers, on pense en fonction d'un principe qui se veut généreux, en tous les cas, et qui se veut, en quelque sorte, affranchi des logiques de domination en cause dans un contexte donné. Et c'est pour un autre penseur critique plus récent aussi, Edward Said, c'est ce qui distingue, à son sens, l'expert de l'intellectuel. Ce sont ces catégories. L'expert, c'est la personne, et ça, ce choix-là, au fond, consciemment ou pas, il confronte assez vite les jeunes esprits. Est-ce qu'on sera dans sa vie un expert ou un intellectuel? En gros, l'expert, c'est la personne qui loue ses facultés intellectuelles à des employeurs. Et qui va se mettre à penser comme le souhaite l'employeur, à utiliser les mots que souhaite l'employeur, à développer des protocoles, des théories, des techniques, des pratiques qui sont conformes à des intérêts dans l'aéronautique, dans la météorologie liée aux stratégies militaires, dans le développement de l'atome, dans tout ce qu'on peut imaginer, y compris la sociologie, la psychologie, la neurologie. On va simplement s'offrir au marché et travailler intellectuellement en fonction d'intérêts, de paramètres, de termes, d'objectifs qui sont établis par les puissants. Et très souvent, les experts, en ce sens, sont des gens médiocres, en tout cas moralement. Et même du point de vue du travail, parce qu'ils finissent par être un peu creux, simplement penser pour le pouvoir, être un peu ce que Platon déjà appelait les sophistes. Des gens qui pensent en fonction de l'argent qu'on leur donne et qui ont toujours l'ancêtre des avocats, si vous voulez. Non, mais vraiment, qui pensent en fonction de l'argent. Je ne vise pas toute la confrérie des avocats, mais il y a une partie de la confrérie des avocats qui va tout simplement penser en fonction du client, quoi, c'est tout. Puis le lendemain, on va défendre une cause de quelqu'un qui pourrait être tout à fait une contrepartie, quoi. Et donc déjà, on a ça chez l'expert et chez le sophiste, à l'époque, quoi. C'est cette idée qu'on vend cette faculté intellectuelle. Et l'autre, l'intellectuel, c'est la personne qui pense en fonction des ressorts propres de la vie de l'esprit. On pense en fonction de son autonomie intellectuelle. Et la carrière vient de surcroît. On pense en fonction de ce qui nous semble nécessaire de penser dans un état historique donné, dans un moment donné de l'histoire, par rapport à, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui est dégagé d'intérêt particulier, et qui a trait, finalement, ce qu'on appellerait aujourd'hui, de part et d'autre, le vivre ensemble, l'appartenance à un monde commun, la vie en société, peu importe comment vous l'appelez, c'est cette idée de penser le monde de manière dégagée, par rapport à l'intérêt général, au bien commun, à la chose publique, peu importe comment on le structure, quoi. Donc là, il y a là, par ailleurs, c'est un engagement qui, lui, peut résulter socialement, historiquement, en plusieurs choses. On peut être chanceux, puis comme Edward Said ou Noam Chomsky ou ici Francis Dupuy-Déry, avoir une très belle carrière à l'université, et néanmoins faire preuve de pensée autonome, souvent hostile au pouvoir. Et on peut sinon finir comme Rosa Luxembourg dans le fond de l'eau, ou comme Antonio Gramsci en prison. Puis le plus souvent,
on finit dans un statut précaire, en errant comme ça, en marge des institutions. C'est plus le scénario plus typique, quoi. Mais l'idée, c'est de penser en n'abdiquant pas sur ce principe-là. On pense en fonction de ce dont la pensée est capable. Point. Elle est autonome. Et ça, là, on va dire les libres penseurs. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est des furieux, mais enfin bon, des téméraires, ensuite. Mais l'idée, c'est de penser par soi-même, quoi. Bon. Alors, je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps pour commencer. Mais s'il s'agit de... Bon, une fois cela dit, de montrer, au fond, quelle tournure cela peut prendre par rapport à des cas. Je propose de passer par un certain nombre de mots. Capital, censure, médias, crime, Canada, économie, engagement. Bon, là, c'est tout à trac là, que je vais me lancer dans des cas de figure, quoi, des champs d'application. Par exemple, je suis assez embêté, moi, quand on nous dit « Ah, on est dans une économie de marché, on est dans une économie du libre commerce. » Le libre commerce pour qui? Pratiquer le libre commerce comme PME. On est dans le néolibéralisme. Hein? On est dans une économie libre. Une chose, c'est un fantasme de liberté qui n'est pas trop loin. Non, moi, je préfère revenir à un mot clair, celui du capitalisme, quoi. Bon, on est dans le capitalisme, quoi. Bon. Et la pensée critique ne consiste pas toujours à opposer un mot à un autre, quoi. Elle consiste souvent simplement à montrer le caractère opérationnel de l'idéologie, comment l'idéologie opère. Et soit à proposer un contre-discours qui lui-même va être sujet au doute, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer une nouvelle idéologie à l'ancienne. Voilà la vérité, désormais c'est ça qu'il faut dire, sinon on vous met en prison. C'est de dire, bon, ben, on a vu que ce mot-là a des incidences, puis il est tendancieux, puis il sert des intérêts, on pourrait dire les choses autrement, puis dans ce pourrait, il y a toujours un conditionnel. C'est Roland Barthes qui cite Jacques Rigaud qui disait « Et même lorsque j'affirme, j'interroge encore ». La pensée critique, elle est toujours en doute par rapport à elle-même parce qu'elle ne veut pas être, au fond, la source d'un nouveau durcissement qui va servir des intérêts au profit de l'autre. Donc, c'est d'être toujours alerte du point de vue de la pensée, savoir que les mots sont toujours susceptibles de nous tromper, d'abuser de notre confiance et d'être donc, au fond, prudent, hein, même dans la réplique. Bon. Alors, s'il s'agit simplement de s'arrêter sur le capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. J'en parlais hier dans une autre intervention. Le capitalisme, bon, très souvent on n'ose pas en parler comme tel. Non, ça fait un peu sale. Alors, déjà, quand on parle de capitalisme, c'est comme si on était un peu vulgaire, même un peu brutal. Tu sais, le néolibéralisme, c'est beaucoup plus fleuri, quoi. Le capitalisme, ça dit un peu trop les choses, quoi. Ça manque c'est un peu pornographique, quoi. Ça manque d'élégance, quoi. Bon. Et pourtant, pourquoi? Parce que, bon, la critique du capitalisme s'en va très clairement dans nos souvenirs à une époque, bon, un peu amère sur des mouvements marxistes-féministes qui ont pu s'écharper sur des virgules parfois, qui ont pu être assez eux-mêmes idéologiques finalement à leur manière, quoi. Bon. Et d'autre part, les capitalistes eux-mêmes qui, bon, prisent l'idéologie, vont vouloir passer pour naturel. Ils ne veulent pas qu'il y ait un isme qui qualifie ce qu'ils sont. Eux, ils sont juste normaux, ils respirent l'air ambiant, puis ils vivent, puis quand on vit, puis on est normal, ben on est capitaliste, mais on n'a même pas besoin de le dire, c'est juste normal. Bon, on n'a pas besoin d'étiqueter ce qu'on est, parce qu'on étiquette ce qu'on est, on ouvre la porte à des débats. S'il y a une étiquette, il peut en avoir une autre, puis ainsi de suite. Donc là, on veut juste être normal, donc on n'aime pas s'identifier. Il n'y a pas de isme quand on est au pouvoir, on est juste normal. Les ismes, c'est pour les fous, hein, c'est pour les adversaires, quoi. Eux, on les étiquette à mort, puis quand on est au pouvoir, on est juste normal, responsable, raisonnable, rationnel, ainsi de suite, équilibré, puis centriste, quoi. Bon. Donc, mais comment ils pensent? Revenons, mais qui me semble le plus adapté. Le capitalisme porte sur le capital. Le capital, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord des leviers. On pense toujours que le capital, c'est de l'argent, mais c'est surtout des leviers qui permettent au capital de croître. Quand on a du capital, on a une usine, on a une flotte de voitures, on a des brevets, on a un personnel qui travaille pour nous. C'est pas génial, ça. Il pense, il vit pour nous. Bon, donc on se démultiplie soi-même parce qu'on embauche des gens qui pensent et agissent comme on veut qu'ils le fassent.
Hein, et on leur donne un peu d'argent pour ça. Et donc, on a c'est ça le capital, plus les fonds financiers, évidemment, qui sont excédentaires. Ça veut dire qu'on n'en a pas besoin pour manger ou pour se loger ou pour se déplacer. C'est des fonds qu'on a massivement à disposition pour investir dans le pétrole, l'agroalimentaire, un club de golf, dans, je ne sais trop, des vêtements, tout ce qu'on veut. Hein, l'idée, c'est qu'on dispose de capitaux excédentaires. Je reprends une anecdote qui m'apparaît très parlante. C'est Dominique Champagne qui, dans une occasion mondaine, discute avec André Desmarais. Et bon, il asticote un petit peu. Puis bon, Desmarais commence à en avoir assez de cette espèce d'excité. Puis il lui dit, avec beaucoup de condescendance, « Bon, excuse-moi, t'es bien gentil, mais je dois y aller, j'ai beaucoup d'argent à faire demain. » Bon. Et ça, évidemment, il s'agit d'une phrase que personne ici peut dire. Parce que nous n'avons pas de capitaux. Très peu de gens ont des capitaux. Nous avons peut-être une épargne, des biens que nous utilisons parce que nous sommes misérables. Mais lorsqu'on est capitaliste, c'est une minorité. On parle d'une oligarchie, même une toute petite frange de la population. On dispose de leviers à la fois matériels, massifs, là, hein, et financiers pour faire croître ce qu'on a déjà. Pour avoir plus de pouvoir à la fin de la journée qu'au début. Et le capitalisme comme système consiste en une série d'institutions publiques et privées. Hein, un gouvernement, des ministères, des agences, des universités, des médias, des organisations évidemment privées de type industriel ou financière, des banques, tout ce qu'on peut imaginer, qui visent à une seule chose, permettre au capital de croître. C'est ce qu'on appelle la croissance. Ça vous permet à des acteurs qui ont du capital, une minorité, d'avoir du capital à la fin de la journée encore plus, par des processus qui vont passer par la spéculation financière, la titrisation ou le travail industriel à l'ancienne, quoi. Et donc, on va développer la mondialisation économique, on va signer des traités de libre-échange, on va créer des instances d'arbitrage de différentes, les États, les entreprises, toujours dans le but ultime de permettre au capital de croître. Et l'idéologie va dire, c'est bon pour tout le monde. Parce que quand les opulents en haut, là, en ont eu pour 1 million de fois de ce qu'ils peuvent consommer eux-mêmes, là, puis ils contrôlent là, de l'argent, là, des capitaux, des actifs là, à l'infini, au point où autour d'une table, on peut réunir les plus riches qui détiennent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Bon, quand on en arrive là, c'est bon parce que tout le monde en profite par après. Hein, c'est le ruissellement. Hein, ça tombe. Mais là, il y a Vincent de Golchac, un illustrateur que j'aime bien, qui a dessiné la théorie du ruissellement, un peu comme les coupes de champagne dans un mariage. Là, on verse en haut, puis ça descend dans toutes les coupes. Mais la coupe en haut est énorme. Hein. Avant que ça descende, là, il en faut de la bouteille. Là. Bon, c'est ça représente ça, c'est que ça descend jamais. Hein, la croissance dont on parle tant, qui est censée profiter à tout le monde, là, parce que les plus riches ensuite investissent, créent de l'emploi, comme ça tout le monde est heureux, on peut consommer, puis rendre les riches encore plus riches, donc ils investissent encore plus, ils prennent encore plus. Ça, c'est une histoire pour enfants. Bon, et on nous la raconte selon dans l'esprit de ce que Guy Debord dit. Il dit que pour ce type de mensonge, là, finalement, il dit de nature idéologique, il vise à nous faire fonctionner d'une certaine façon, collectivement. Il dit, bon, le problème aujourd'hui, c'est que on est dans une situation où l'important pour les idéologues et les détenteurs de capitaux et la classe dirigeante, ce n'est pas d'être cru, c'est de s'assurer que leur discours est le seul auquel on a droit. Hein, faire en sorte qu'il n'y ait pas de place vraiment sur un pied d'égalité pour la critique, pour la reprise, pour la réplique. Donc on nous répète ça, et parce qu'on nous le répète, on nous le répète, on nous le répète, on nous le répète, on a même l'air intelligent quand on répète ce qu'on répète, ce qu'on répète, ce qu'on répète dans des soirées mondaines. Bon, donc on est pris avec cette idée que c'est bon. Puis vous avez même une grande première ministre indépendantiste et souveraine d'esprit, hein, qui a dit il y a quelques années, la richesse, si vous voulez la partager, il faut la créer. Bon, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas un multimilliardaire quelque part qui a concentré la richesse, c'est comme s'il n'y en avait pas. Dès qu'elle est partagée, c'est plus de la richesse. La richesse, seulement quand elle est excédentaire, c'est seulement quand c'est du capital qu'on peut appeler ça de la richesse. Si la richesse est partagée, c'est plus du capital, donc c'est plus de la richesse, donc c'est rien, donc on n'en parle pas. C'était gros comme ça, il n'y avait personne pour lui donner le change, quoi. Et surtout pas à Radio-Canada.
Donc, on laisse tomber. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, la pensée critique, ce serait simplement d'essayer de développer cette chose pour qu'on la pense, qu'on sait simplement de répéter ce qu'on répète parce qu'on le répète. Bon, là, j'arrête là, vous avez une conférence en soi, mais c'est par exemple un point. Bon, la censure. Bon, la censure, on pense souvent à la censure comme étant la volonté d'un bureau. Ça, c'est plus traditionnel. Hein? On avait ça dans l'Union soviétique, dans le Troisième Reich, un bureau de censure qui fait en sorte qu'on doit obtenir une autorisation avant de lancer un film, faire publier un roman, faire publier un journal. Il y a un bureau de censure qui fait non, ça vous le dites pas, ça vous enlevez ça, c'est bon. Et encore aujourd'hui, il y a des formes de censure. Aude Lancelin, dans son livre Le Nouveau Monde, montre comment en France, là, j'attends encore l'équivalent ici. Bon, en France, elle a été, comme journaliste, littéralement censurée. Bernard-Henri Lévy prend son téléphone, puis parce qu'il a du pouvoir du capital, il téléphone, puis il dit non, cet article-là, je ne veux pas qu'il passe. Ce mot-là, je ne veux pas qu'il soit prononcé. Donc, c'est des cas où la censure existe aussi sous cette forme-là. Bon. Mais c'est une conception de la censure qui est assez traditionnelle, qui n'est pas sans pertinence, mais qui néanmoins reste limitée dans sa portée. Il y en a une autre qu'on connaît aussi, et qui est assez insidieuse, hein, c'est l'autocensure. C'est de dire, bon, j'ai quelque chose en tête, j'aimerais bien en parler, mais ça va me coûter cher, alors je pense que je ne les nommerai pas. Bon, simplement, je vais dire, ah tiens, une société minière dans un pays d'Afrique, apparemment, aurait fait quelque chose. Bon, oui, il paraît qu'il y a une coopérative au Québec qui change ses politiques de façon à devenir méconnaissable. Bon. Mais on se protège, quoi. Bon, parce qu'on sait que... Bon, et l'autocensure est vraiment efficace parce que elle donne l'impression d'être malin. Puis quand on la pratique pas, on se trouve ensuite dans une opposition avec celles et ceux qu'on a nommés, les autres nous regardent en disant « Ouais, mais t'as manqué de tact, là, il aurait fallu que tu tournes ça. » Bon, on a l'impression d'être malin quand on pratique l'autocensure, alors que quand on pratique l'autocensure, très souvent, on est plus exigeant envers soi-même que la censure. Parce que la censure, on ne sait jamais trop où elle va tomber quand on la teste. Hein, c'est une opposition, donc parfois on pense qu'on va être censuré, puis ça passe. Bon. On va dire, ah, ben, finalement, il y avait de la marge. Hein. Mais quand on pratique l'autocensure, ben, forcément, on s'arrête toujours un peu avant le seuil où on pense qu'on doit s'arrêter et on se donne une zone tampon, quoi. Et donc, quand on s'autocensure, c'est fou comme on est plus efficace que la censure. Bon. Mais c'est encore pas celle qui m'intéresse. La meilleure censure, c'est celle qui se censure elle-même. Une censure efficace, c'est une censure qui censure la censure. On ne sait pas qu'il y a censure. Hein? Mais là, c'est efficace. Et vous avez ça dans l'idéologie, le choix des mots. Pourquoi? Parce que les mots ont des points aveugles. Hein? Si on va dans un système de santé où on désigne les patients comme des clients, ben, tout d'un coup, on perd complètement de service public. Il n'y a plus de service public, il n'y a plus de droit. Hein? On est un client, on est dans un rapport commercial, on peut toujours aller chez le concurrent, littéralement. Il y a une clinique privée en face. Donc, on change complètement et on oblitère, on censure un élément, mais d'une manière performative. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est arrivé en disant non, ça désormais vous ne le direz pas. C'est qu'on a utilisé un mot qui comprend des points aveugles, des angles morts. Hein, donc, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on a utilisé ce mot-là. Hein, si tout d'un coup, on cesse de parler des arts, puis on parle de l'industrie culturelle. On est dans toute autre chose. Là. Le découpage n'est pas le même. La perspective dont je parlais tout à l'heure, le cadrage n'est pas le même. Et du fait qu'il n'est pas le même, il y a des choses qui passent hors champ. On ne voit plus simplement par les mots qu'on utilise. Donc il y a comme une sorte de censure à l'œuvre qui est insidieuse parce qu'elle est sous-jacente aux opérations conscientes. Hein. Ça se fait de manière, au fond, cela se fait en sous-main. Et il y a aussi une censure qui est d'ordre inconscient. Là, je ne parlerai pas beaucoup, ça serait tout un exposé, mais qui renvoie une notion qui apparaît telle quelle, là, littéralement dans son œuvre, chez le psychanalyste Sigmund Freud. Hein, il y a en 1915, dans la métapsychologie, le concept de censure, Zensur, qui apparaît, et qui porte sur la façon qu'on a inconsciemment, tout d'un coup, c'est même pas... C'est juste un petit malaise, au fond. On s'en rend à peine compte tout d'un coup de ne pas parler de quelque chose.
Parce qu'on sent que dans un régime social donné, ça ne le fera pas. Aller parler de Marx et d'écologie, puis d'écoféminisme à l'Université de Montréal, dans la faculté de droit, vous ne ferez pas d'amis. Bon, c'est juste qu'on... Et puis on le sent, ça. C'est pas une censure au sens où j'aurais envie de le dire, j'ai un discours structuré, mais non, je vais raturer tel mot parce que c'est pas stratégique. Non, c'est la censure au sens psychique, où au fond, on sent, d'un point de vue inconscient ou préconscient, c'est une autre instance chez Freud dont on ne parle pas assez, qu'au fond, ça nous provoquera un tort. Et cela est lié à ce que Freud appelle la monnaie névrotique, la devise névrotique, comme une devise au sens de l'émission monétaire. C'est-à-dire que c'est une sorte de discours idéologique qui fait autorité. Il y a des choses, dès qu'on en parle, on gêne. Dites que le Canada est un pays impérialiste et que l'Afrique du Sud s'est inspirée de nos réserves pour générer l'apartheid. Là, on dit, bon, à part ça, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bon, on sent bien que ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas de place pour ce genre de proposition-là dans l'espèce de ritournelle idéologique qui s'est imposée. Et ça, on le sent inconsciemment. Donc, il y a ce que Freud appelle la censure, c'est-à-dire le fait de réprimer, de refouler des éléments symboliques qui sont liés à des pulsions pour les transformer, les déguiser. Puis plutôt que de dire ça, le Canada, mais il est un pays impérialiste qui a des accointances avec l'apartheid. Plutôt que de dire ça, il va avoir un travail psychique là, au niveau des élaborations primaires. On va dire, finalement, Trump, c'est un maudit fou. Alors ça passe. Donc, comme la pulsion va trouver une façon de passer sous une forme autre, quoi. Bon, ça, on pourrait dire ça de la censure. Oh là, les médias. Les médias, je dirais simplement que je suis surpris de voir qu'il y a eu un phénomène autour d'une sorte de phrase passe-partout qu'on utilisait beaucoup moi, quand j'ai commencé à étudier, puis après ça, on a cessé d'utiliser complètement, alors que c'est peut-être plus maintenant qu'on va en parler qu'à l'époque. C'est l'adage, l'espèce d'intuition de Marshall McLuhan qui disait « Media is message », qui est assez difficile à traduire. Le is fonctionne moins bien en français, c'est ça, comme la médiatisation conditionne le message. En fait, c'est le média est plus important que le message. Et au fond, si on ne réfléchit pas à la plateforme médiatique qu'on utilise pour émettre quelque chose, on risque de passer à côté d'un processus de communication sociale. Il y a des gens qui m'ont déjà dit après une conférence, il faudrait que vous alliez à TVA puis dire ça, et tout le monde entendrait ça, ils viendraient fous, sortiraient dans la rue. Là. Mais je suis allé à TVA, puis je l'ai dit, puis ça meurt là, parce qu'il y a la pub après, puis les sports, la météo, puis je sais pas quoi, les vedettes. Puis, pourquoi? Parce que le média tue tout ce qu'on y met dedans, parce qu'il est plus important que le message. Et au fond, si on... C'est comme voir le poisson ou l'aquarium. Ou l'oiseau ou la cage, quoi. Si un oiseau dans une cage, je suis désolé, la cage est plus importante que l'oiseau. Vous pouvez bien chanter Léo Ferré ou ce que vous voulez, Richard Desjardins, c'est un oiseau en cage, parce que la cage compte plus que ses possibilités. Quand on va à TVA, on est dans une cage. On ne peut pas voler haut. Bon. Et donc, le média compte pour beaucoup. Il est structurant. Et pour McLuhan, ce qui est intéressant, c'est que le média n'est pas seulement ce qu'on entend aujourd'hui par les plateformes de communication comme la télévision, la radio, Internet. Là, on va peut-être ramifier en parlant des médias sociaux, Facebook, ainsi de suite. Les médias, pour lui, c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, pour McLuhan, là où je suis maintenant, ce serait un média. La conférence, ça, c'est un média. C'est une structure. Cette structure-là permet de dire des choses dans le contexte qui est le nôtre que un autre ne permet pas. Et en même temps, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que le média est contraignant, nécessairement, là, que je peux dire dans un autre contexte. Si, par exemple, je suis dans un cours universitaire de 45 heures sur les classes sociales, je vais pouvoir aller dans le détail d'un texte, alors que si je vous arrivais aujourd'hui à lire un texte comme ça dans le détail avec l'institution, vous dire, c'est qui lui? Pourquoi il vient nous parler de ça? Parce que le contexte conditionne la parole. Bon. Donc c'est intéressant de le prendre en compte, ça. Puis à chaque fois qu'on entend quelque chose, d'être capable de voir, encore une fois, le cadre, c'est une espèce de recul, là, le cadre qui conditionne ce qu'on entend. Bon. Puis aussi, il y a un autre enjeu qui est intéressant, c'est que les médias, on a ça chez Günther Anders, son fameux livre sur la télévision, son fameux essai sur la télévision dans l'obsolescence de l'homme.
il dit que la télévision, parce que ce qui est intéressant, que McLuhan il est un petit peu comme dans notre situation, là, si je peux faire preuve de solidarité générationnelle, il est un peu dans notre situation, c'est-à-dire que McLuhan, un peu comme nous avec Internet, il a connu le monde pré-télévisuel. Et là, il voit apparaître la télévision fort de tout ce qu'il a lu, et là, il pense l'avant et l'après, les changements sociaux. On peut faire la même chose, nous, avec Internet. On se rappelle de l'époque où on envoyait des lettres sur du papier avec des timbres au bureau de poste, là. Et donc, on peut penser les deux mondes, et c'est ce qu'il fait, lui. Et donc, il voit la télévision arriver, et la première chose qu'il dit, d'abord et avant tout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un média, dans son fonctionnement, affecte tout le monde, y compris ceux qui ne le fréquentent pas. Et ça ne suffit pas de dire « Ah, si le quotidien La Presse vous énerve, et si Alain Dubuc vous fait vomir, ben, lisez-le pas. » Non, parce qu'il affecte ma société. Et si les médias sociaux vous ennuient, puis moi, j'ai jamais été là-dessus, par exemple, là, je suis allergique à ça, juste à y penser, ben, c'est pas parce que je n'y suis pas qu'il ne m'affecte pas, parce qu'il conditionne mon monde. Bon, et puis ce que dit, en gros... Anders de la télévision, c'est que la télévision, au fond, affecte la vie sociale, tout simplement parce qu'elle la tue. Il n'y en a plus. Parce que quand on sort dans la rue pour vivre la vie sociale, il n'y a plus personne pour la faire parce que tout le monde est en train de regarder le simulacre chez soi. Bon, et donc, la télévision, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, en fait, elle affecte la vie sociale. Et donc, penser le média, c'est penser cela aussi. Et il en va de même de la voiture, par exemple. C'est pas la question de l'avoir ou pas. C'est moi, je suis dans une civilisation où il y a la voiture. Ben, forcément, je suis affecté que j'en ai ou pas, parce que cela change les attentes sociales à mon endroit et à l'endroit de tout le monde. Et ça crée un stress, la pollution. C'est pour ça que toutes ces questions-là sont d'emblée sociales, sont d'emblée politiques, elles ne sont pas individuelles. Est-ce que j'ai encore du temps? 10 minutes? OK. Le crime. Le crime, par exemple, une façon qu'on pourrait l'aborder, dont on pourrait l'aborder, c'est de se dire que le crime n'est pas strictement une question judiciaire. Très souvent, par exemple, aujourd'hui, là, il y a vraiment une grande confusion là-dessus. Parce que moi, si j'écris, par exemple, que Barry Gold sont gérés par des criminels, et que c'est une entité criminelle, bon, je me fais poursuivre. Parce que j'ai accusé la firme de quelque chose de nature légale. Donc, il y a de la diffamation en jeu, c'est terrible. Et la société souffre dans son âme imaginaire parce qu'elle est devenue une personne morale, puis ces fictions-là sont comme des Frankenstein aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir que les individus. Bon. Mais pourtant, quand on lit Émile Durkheim, notamment, on se rappelle que la notion de crime est politique, et sociologique, et morale, et même esthétique. Et que c'est dans l'histoire des débats sociaux sur le plan des mœurs, sur le plan des pratiques, qui font qu'à un moment donné, une société est établie comme étant criminelle ou pas quelque chose. Et donc, c'est pas d'abord une science du droit qui va nous établir ce qui est criminel ou pas, c'est la société dans son devenir démocratique. Moi, je me souviens très bien, alors, je suis né en 1970 pendant la crise d'octobre, bon, ce qui expliquait des choses. Et donc, je me souviens très bien, mais j'avais des oncles ou des voisins qui pouvaient très bien conduire sans ceinture de sécurité une bière entre les cuisses. Bon, c'est tout à fait banal. Et 10 ans après, il y avait des panneaux sur la rue qui disaient que l'alcool au volant, c'est criminel. C'est criminel. Ça ne l'était pas du tout 10 ans avant. Bon, c'est pas des juristes qui ont fait que c'est devenu criminel, c'est des débats de société. Bon, c'est la même chose pour tous les débats qui sont encore en cours et tout à fait vifs et nécessaires sur la prostitution, par exemple. Puis sur la nomenclature, sur le nom, les statuts. Quand on se met à appeler les clients des prostitueurs, déjà plus intéressant. Bon, là, on rentre dans quelque chose qui porte aussi sur éventuellement des qualifications de crime. Surtout par rapport au réseau, au proxénète, aux enlèvements, à toute cette industrie obscène et horrible, mais qui suppose une réflexion qui n'a rien à voir avec la science du droit. Les juristes, ils viennent à la toute fin, puis ils codifient quelque chose pour qu'on ne comprenne plus, puis qu'on ait besoin d'eux. Mais avant ça, on est dans un débat qui fait que le crime est au centre des réflexions. Et c'est si on nous enlève cette notion-là pour en faire un point technique, entre la main d'experts qui ont comme une sorte d'accès privilégié aux notions, on nous prive d'une dimension qui relève de la vie publique.
Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport, le face-à-face qu'il peut y avoir entre ce qu'écrit Durkheim sur cette notion de crime-là, de toute façon qu'on entend tous les jours. Je veux dire, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis quelqu'un va dire « c'est criminel ». Bon, la personne, quand elle dit « c'est criminel », elle ne se prend pas une seconde pour une juriste. C'est simplement que du point de vue de la morale élémentaire, on établit ce qui mérite ou pas d'être châtié. C'est ça la notion de crime. C'est un débat sur ce que l'on mérite devant être puni ou pas. Et selon l'histoire des mœurs, tout évolue. Bon. Et il y a donc Durkheim qui pense en ce sens, comme sociologue, puis il y a quelqu'un qui est un penseur critique, qui pense comme Durkheim, mais lui qui analyse ce qui est comment le droit a évolué, et qui, Duncan Kennedy, lui, qui parle de la façon dont le droit s'est devenu technique. Bon, devenu technique, et au fond, il explique que dans les facultés de droit aux États-Unis, quand on reçoit les étudiants, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur fait finalement plus ou moins passer un test sur leur degré de cynisme. Quoi. On leur met un cas jurisprudentiel là, qui concerne explicitement dans le livre une mine. Puis donc, cette mine-là a pollué, a détruit, a déstabilisé une population, elle a empoisonné du monde. Cela a fait l'objet d'une procédure judiciaire et les demandeurs ont été déboutés. C'est-à-dire que la minière a été innocentée. Et c'est évidemment scandaleux quand on dit ça. Et là, le test, c'est de séparer les hommes des enfants, là, quoi, puis de dire, bon, ben ceux qui trouvent ça révoltant, là, allez en sociologie, allez en sciences politiques, allez en philo, puis ceux qui sont capables de vivre avec le fait que techniquement, en droit, la société avait raison, parce que dans le procès, c'est passé ça, on a invoqué tel article de loi, ainsi de suite, il y avait tel contrat, ben ceux-là peuvent rester. Bon, c'est comme ça qu'on départage les esprits. Selon Kennedy, en gros, c'est comme un face-à-face entre une lecture sociologique et culturelle de la notion de crime et une lecture technocratique, quoi. Et j'en reviens donc qui est un peu médiocrate, quoi. Le Canada. Bon, j'en ai un petit peu parlé, ça. Le Canada, c'est une drôle d'affaire, le Canada. C'est difficile à penser. Le Canada, c'est un peu tout. Le Canada, c'est un pays insignifiant, en même temps c'est un pays impérialiste. C'est un pays colonisateur, mais c'est un pays qui soutient toutes sortes de programmes, protocoles, comme ça, qui ne sont pas toujours sans intérêt. Bon, mais bon, comme j'ai écoulé mon temps, je pourrais simplement dire qu'on peut le voir comme l'ami du genre humain, comme une grande démocratie vers laquelle tout le monde veut accourir. Puis on peut avoir aussi le paradis fiscal, c'est même lignée mondiale. On peut le voir comme le parrain des colonies britanniques, la Caraïbe, qui a réellement eu des politiques impérialistes avec l'armée, pas souvent, beaucoup de répression. Et ce qui est intéressant, si on veut résumer ça par un exemple, c'est de voir par exemple des Congolais qui sont très heureux de trouver l'asile politique ici parce qu'il y a une guerre chez eux qui a été fomentée par des sociétés minières qui sont soutenues par le gouvernement canadien. C'est là où la pensée critique embarque, parce que c'est toujours l'enjeu du cadre. Le Canada, ça veut dire qu'ils les accueille, on n'est pas en France, on les accueille. Mais en même temps, on les accueille parce qu'on a subi le désordre chez eux. Donc, pour un Congolais, une Congolaise, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si on doit détester ou aimer le Canada quand on est dans cette position-là. C'est très compliqué. Moi, pour mon sens, ça ne l'est pas du tout, mais ça peut l'être sur un plan existentiel. Dans la période de la question, je vais passer l'économie, j'en ai parlé hier, et on va se donner un rendez-vous sur cette question-là, si vous voulez, un jour. Je n'ai pas présumé de votre générosité. Et il y aura peut-être lieu de parler d'engagement aussi dans l'échange. C'est très bien en politique, je suis pour le tirage au sort. On a des questions, ça. Premier écrit, premier... Premier écrit, premier servi. Voilà. Je vais avoir peut-être le problème de déchiffrer certaines
Pouvez-vous donner un ou des exemples de conséquences pour une personne ayant fait preuve de sens critique? Michel Foucault, bon, à sa manière et d'autres, décrit assez bien comment aujourd'hui on tue quelqu'un. Parfois, je me fais carrément demander, étant donné sur quoi j'écris, est-ce qu'on a déjà menacé ma vie? La seule fois que j'ai eu des menaces de mort, c'est quand j'ai signé une pétition avec plein d'autres personnes qui critiquaient un aspect des politiques de l'État d'Israël. Là, j'ai eu droit à des menaces de mort, mais ça me paraissait être quelque chose d'un peu automatique. Là, dès qu'on signait, on recevait ça. Mais à part ça, non. Parce que, c'est ce que Foucault explique assez bien, c'est qu'on est passé à un plan symbolique où on élimine les gens symboliquement. Puis le but... et ça marche pas absolument, sinon je serais juste dans mon sous-sol en train de pleurer. Mais l'idée, c'est qu'on coupe l'accès aux sphères de pouvoir, aux gens qui sont autonomes, ne marchent pas dans les plans. Donc, là, j'ai parlé plutôt de médiocratie, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas sur vous de penser comme le pouvoir, en adaptant votre langage, vos manières, vos pratiques, même si elles n'ont aucun sens, même si elles sont aberrantes, même si elles sont immorales, même si elles vous choquent, ou elles sont sujettes à vous choquer, à ce moment-là, on va vous simplement, non seulement vous marginaliser, mais vous présenter comme responsable de votre marginalité. Vous dites, vous ne voulez pas participer, vous boudez, vous pratiquez la politique de la chaise vide, vous n'êtes jamais content, vous critiquez. Bon, et donc ce sera comme une façon, autant à l'université, il faut montrer qu'on comprend le business, quoi. Et on est des courtiers qui vendent à des clients des résultats de recherche. C'est comme ça que ça marche, il faut financer l'affaire, puis faire bonne figure, pas déranger, et ainsi de suite. Bon, le consortium de gens d'affaires qu'on appelle encore des universitaires. Bon, donc il y a cette façon d'éliminer de fait, et bon, le maître mot... dans tout ça, c'est jouer le jeu. Il faut jouer le jeu, il faut comprendre au fond les politiques officieuses, les rédits officieux, le grattage de dos, le renvoi d'ascenseur, ménager les susceptibilités. C'est Jacques Parizeau qui disait que faire de la politique, c'est tenir compte d'un océan d'orteils. Il ne faut pas piquer les orteils. Il faut dire, bon, donc, si on ne maîtrise pas ça, si on arrive de manière souveraine, avec un discours qu'on juge pondéré, qu'on juge, pas tout se permettre non plus, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a quand même de la diplomatie dans la société, c'est pas de dire à tout le monde ces quatre vérités tout le temps, puis insulter les gens comme ça nous vient, mais c'est simplement d'articuler un discours qui nous semble communément pertinent, au vu des intérêts publics. Pas juste, mais on va s'organiser pour qu'on n'ait pas de statut, qu'on soit à la marge. Qu'on n'ait pas accès aussi aux informations sensibles. On va nous mettre... on ne sera pas au pilori comme à une certaine époque, où on ne nous écartèlera pas comme au Moyen-Âge, il ne s'agira pas de se servir de nous. Mais par un pouvoir d'étiquetage, on fera en sorte que jamais, ou presque, on aura une étiquette favorable. On va passer un peu pour furieux, marginaux, délirants, idéalistes, paranoïaques, radicaux. Puis ceux qui pensent comme le régime, eux, ils vont passer pour pondérés, raisonnables, honorables, très honorables. Bon, ainsi de suite. Bon. Et bon, les conséquences, elles sont plutôt liées aujourd'hui dans notre monde à la carrière. Cela dit, si on s'interpose physiquement, là, on fait face à la violence policière, très certainement. Si on essaie de bloquer l'accès à un site minier parce que c'est complètement furieux, fou, déraisonnable et scandaleux de mettre à mal tout un paysage gaspésien, par exemple, pour aller chercher quelques cailloux dans lesquels il y aurait un peu de gaz, là, on va vraiment avoir sur le dos la police, le système de justice, les médias. On sera vraiment littéralement diffamés, puis notre famille ne voudra plus de nous, puis on sera en quelque sorte ce que Freud appelle un tabou, c'est quelqu'un d'infréquentable, chargé comme ça d'énergie négative, il ne faudra pas trop s'approcher de nous. On a comme une façon symbolique comme ça de marginaliser les gens qui sont critiques. Bon, et c'est pour ça que c'est important qu'à un moment donné, la pensée critique porte assez, qu'on soit capable de parler sur un plan qui soit quand même communicatif, là, de sorte qu'il y ait quand même
un seuil en ce qui concerne le nombre, quoi, qu'on soit suffisamment nombreux et diversifiés sociologiquement dans les luttes. Non, un barrage, par exemple. Pour empêcher une foreuse d'aller tout saccager, quoi. Qu'il n'y ait pas juste 3-4 personnes associées au courant anarchiste, mais qu'il y ait des gens qui ont des problèmes, c'est nombreux, c'est courageux. Pour faire preuve de souveraineté politique, hein, qui est aussi l'affaire du peuple, hein, qui est d'abord avant tout l'affaire du peuple. Donc c'est ça qui est en jeu, et c'est très simple. Tous les activistes sont très mauvaises presse aujourd'hui parce qu'ils osent éteindre leur téléviseur et vivre. Bon. Et quel est l'avenir du capitalisme compte tenu de la concentration des richesses entre les mains d'un nombre restreint d'individus? Bon, ce sera les 26 individus qui ont autant de ressources que la moitié de la population. L'avenir du capitalisme. En fait, en Occident, on a beaucoup pensé l'histoire sur le mode de la volonté. Nous sommes très orgueilleux, nous, occidentaux, et assez présomptueux, parce que nous pensons que nous, les peuples, voire les individus, qui nous considèrent désormais, faisons l'histoire. Si le monde était à notre disposition, que nous le faisons du fait de notre volonté individuelle et collective. Et il y a une expression dans les théories économiques qui me fait bien rigoler, qui dit « toute chose étant égale par ailleurs ». On étudie une variable puis une autre, et on établit une comparaison, des corrélations, en disant « toute chose étant égale par ailleurs », comme si le monde était comme ça sur pause. Et là, pendant un certain temps, on analyse deux variables, et là, on peut continuer le film. Là. Bon. Mais toute chose n'est jamais égale par ailleurs. Si on pense comme ça, on ne peut même pas se dire économiste, parce que l'économie, c'est justement de penser les millions, milliards d'interactions entre les choses qui font un tout qui est lui-même toujours mouvant. Quoi. Bon, ça c'est élémentaire si on pense l'économie comme concept, pas comme idéologème. Donc il est entendu que du point de vue des rapports volontaires aujourd'hui, il est difficile d'espérer que demain matin, tout d'un coup, il y ait un soulèvement spontané de la part des populations qui vont mettre le feu à tous les Walmart du monde, à tous les McDonald's du monde, parce que tout ce système-là est abusif du point de vue de l'esprit, du point de vue de la psychologie, du point de vue des rapports de force, et qu'on va créer des soviets qui vont, de manière autonome, gérer les villes, ensuite pour créer un monde confédéré qui va fonctionner parfaitement. Bon, on n'est pas tout à fait là. En tout cas, quand je lis le Journal de Montréal, j'ai pas l'impression que c'est pour demain. Donc, c'est pas du point de vue de notre volonté que le capitalisme va être renversé, mais le capitalisme est le cancer, si je peux me permettre cette métaphore dure, mais je pense que c'est la métaphore la plus adaptée. C'est un système qui est malade, qui développe comme ça en son sein toutes sortes d'éléments qui lui nuisent. Il est en train de se dévorer de l'intérieur, il dérape complètement. Vous avez les sociétés pétrolières qui vont chercher du pétrole dans de la boue à 3000 mètres sous les eaux, des sites qui n'intéressaient personne il y a 40 ans parce qu'ils sont désespérés de faire tourner la machine, qui vont aller chercher du gaz dans des cailloux, qui ne savent plus quoi faire, qui ont hâte que les glaciers fondent dans le nord pour aller voir ce qu'il y a à exploiter encore. C'est totalement furieux, quoi. C'est désespéré. C'est un régime qui est en train de se cannibaliser, quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est comment la conjoncture elle-même va s'occuper du capitalisme. Et nous, on a deux problèmes là-dedans. C'est qu'il va nous entraîner dans sa chute, très certainement, et il va laisser place à un grand vide. Et ce vide-là, il faudra l'occuper avec des notions, avec des modèles, avec des perspectives liées à l'entraide, la solidarité, l'économie au sens fort, au sens du concept. Parce que si on ne le fait pas, des fascistes qui vont prendre la place, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire. Des gens qui vocifèrent, qui prennent toute la place, qui crient, qui hurlent, qui aboient, qui font peur et qui gouvernent sur un mode violent. Bon, il est là notre défi. Comment l'idéologie judéo-chrétienne reçue au Québec nous a conduit à intégrer une idéologie de coloniser? Ah, ça, il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que si on veut penser, là, tout ça, ça pourrait être des conférences, là, je fais juste les bandes annonces, hein, je choisirais. Mais si on prend, ce qu'il en est de la nomenclature des classes sociales, on a importé une nomenclature qui
souvent est prégnante en Europe. Hein. Quand on se met à penser à classe sociale, assez spontanément, encore, assez souvent, on va penser en termes de bourgeoisie, classe moyenne, prolétariat. Puis quelque part là-dedans, il va y avoir peut-être la paysannerie, les employés, on va décliner. C'est pas inintéressant d'appliquer cette grille-là ici, mais il me semble qu'il y en a une qui est plus adéquate par rapport à notre histoire, c'est de parler en termes de colonisateurs, colons, colonisés. Bon. Les colonisateurs, c'est un peu les 1%, dont on a parlé beaucoup ces années-ci. Je dirais que les colons, c'est la classe moyenne. Les petites mains, c'est exécutants. Et les colonisés, soyons rigoureux, ce sont les Premières Nations. Ce qui n'empêche pas les colons d'être prolétarisés, d'avoir parfois des conditions de vie qui ressemblent aux colonisés. Les colons prolétarisés peuvent avoir une vie qui est aussi dure que celle des colonisés, mais ils ne sont pas dans des réserves, mais ils ont comme un statut comme ça, j'aurais envie de dire ethnique, qui est à considérer quand on analyse l'évolution historique. Et le problème du mouvement indépendantiste québécois, André Lallemagne, Gaston Miron, jusqu'à le réalisateur Bougon, là, Pierre Falardeau et d'autres, c'est d'avoir, à mon sens, confondu deux catégories. C'est-à-dire avoir confondu les colons prolétarisés, dominés, asservis, au statut de colonisés. Hein? Alors que les Canadiens français n'ont pas été des colonisés, ils ont été des prolétaires parmi la frange des colons qui s'en est le moins bien sorti parce que le colonisateur, tout d'un coup, n'était pas du bon bord. Hein? Et le colonisateur, c'est quoi? C'est l'acteur social qui contrôle une société à charte, une grande entreprise d'exploitation américaine, qui est en lien avec des ministres, s'il n'est pas ministre lui-même, qui connaît les juges par leur petit nom, parce qu'ils sont dans le même club de golf, et qui façonne la colonie. Bon, façonne la colonie. Bon, et puis les colons, c'est les petites mains, les exécutants, les employés. C'est ceux qui attendent des jobs. Des jobs. Bon, et donc, ils décident de rien. Ils font la passe-besogne en ayant un tout petit avantage, un lopin de terre, un petit poste dans une administration, des petits avantages, des petits droits. Puis la colonie, on n'est pas dans une république, consiste strictement, lorsqu'elle se constitutionnalise, à conférer des droits aux colons. Puis les colonisés, eux, on voudrait bien qu'ils ne soient pas là. C'est un peu comme ceux qui souhaiteraient une Afrique sans Africains. On voudrait bien s'il y avait eu personne, ça aurait été plus simple. Peut-être qu'on ne serait pas soigné du scorbut, mais c'est qu'on ne veut pas les voir. Au mieux, c'est des bibelots puis des emblèmes d'équipes sportives, comme des trophées de ce qu'on a conquis. Mais bon, ils ne sont pas dans le champ de vision, c'est ce qu'est un colonisé, quoi. C'est quelqu'un qui subit complètement une politique, là, au point de même pas être compatible avec elle, même pas être utilisable, quoi. Bon, donc, dans l'histoire en Amérique du Sud, on s'en est servi comme chair à l'usine, dans les mines, puis parfois c'est simplement qu'on leur dit, bon, prenez des boîtes de conserve, buvez de l'alcool, étouffez, bon, il y aura toujours des polices autour, ils vont s'assurer que vous ne sortez pas de là, quoi. Bon, puis des politiques sociales. Bon, c'est ça le... Donc nous, là-dedans, bon, on a effectivement comme colons, des collaborateurs, quoi. Et c'est le problème des colons prolétarisés. C'est qu'ils ont comme élite, c'est un grand mot pour des gens qui ne sont pas toujours méritants, ça a pu être à une certaine époque l'Église, maintenant c'est des gens d'affaires, une élite qui collabore. Et l'instance colonisatrice, elle choisit ceux qui vont être son relais, parce qu'elle a le pouvoir de donner du pouvoir. On va dire, l'Église, si elle veut bien être mon relais, moi, je veux bien lui conférer une reconnaissance et des avantages. Puis, quand ça ne sera plus l'Église, ça va être une classe d'affaires, Paul Desmarais, d'abord. C'est un cercle un peu plus large, quoi. On va contrôler ces gens-là, puis ils vont même devenir premier ministre après, bon. Ou des cercles comme ça. Et le problème, c'est qu'on n'est jamais autonome là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a une logique de domination, c'est vrai qu'il y a une logique de prolétarisation, c'est vrai qu'il y a une logique d'aliénation, mais je pense qu'en toute rigueur, on ne peut pas parler de colonisation, puisque nous avons été dans l'histoire des colons. Donc, nous avons
Et c'est notre mauvaise conscience qui fait qu'on n'a pas de conscience de classe. Hein, et qu'on a, dans notre histoire, nous avons élaboré et participé au programme colonial, bien que nous n'en tirions pas vraiment un grand profit. Pouvons-nous parler un peu du syndicalisme? Est-ce une option pour faire changer les choses? Oui, parlons-en. Moi, je crois beaucoup au syndicalisme de combat, c'est-à-dire un syndicalisme critique et qui est capable de comprendre que les intérêts des membres d'un syndicat sont sociaux. Hein, c'est la société qui fait que tout d'un coup, le travail existe d'une manière ou d'une autre. C'est pas simplement le rapport étroit entre je veux dire, des employés et des employeurs. Hein, c'est un rapport social, hein, ça a trait à la fiscalité, ça a trait à l'État, ça a trait au concept en vogue dans une société, ça a trait au débat public. Donc un syndicat, à mon sens, qui fait son travail, est un syndicat qui fait des grands détours. C'est difficile de convaincre les membres hein, que c'est par un grand détour hein, qu'on va arriver à améliorer des conditions. Et c'est pour ça qu'il faut, dans un syndicat, qu'il y ait un travail focalisé en ce qui concerne la pensée. Hein, et qu'on soit capable de, justement, ça devrait être l'endroit où on déboulonne les termes à la mode et qu'on en façonne d'autres. Hein, et qu'on soit là, qu'il y ait comme à l'entrée du syndicat un barrage face à un certain vocabulaire. Hein. Le mot gouvernance n'aurait jamais dû faire son entrée dans le monde syndical, par exemple, et les logiques afférentes. Ça aussi, c'est une bande-annonce. Est-ce que je les passe toutes ou ça peut être long? Je vais vous dire quand arrêter. OK, vous me donnerez un coup de pied sur la cheville. Quand la pensée critique passe à l'acte dans une révolte, hein, la révolution change-t-elle la donne ou si elle la garantit? La Révolution française. Oui, bon. La pensée critique n'est pas un programme. La pensée critique ne promet pas de solution. C'est compliqué, ça, de dire ça. Moi, je n'ai pas de solution. Je suis trop démocrate pour ça. Et je suis capable de participer à des élaborations comme ça, discursives, parler avec des gens, mais la solution, c'est pas quelqu'un qui arrive avec son livre, voilà, appliquer ça, le petit livre rouge, bon, voilà. C'est fini. Tout le monde se méfie aujourd'hui de quelqu'un comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, bang. Bon, donc l'idée, c'est qu'en fait, quand il y a un moment comme ça, révolutionnaire, qui évidemment a pour genèse une pensée critique, parce que contrairement à ce que bien des gens pensent, hein, pour agir, il faut penser, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Si on n'a rien à la tête, c'est terrible ce qu'on fait. Donc quand on agit, c'est parce qu'on a lu, parce qu'on a pensé, parce qu'on a réfléchi. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin et qu'on va quelque part. C'est ce qu'on a dans la tête. Quoi. C'est pas nos pieds qui nous conduisent, mais j'espère. Bon, parfois on en doute, là, mais bon, ça ne devrait pas être ça. Bon, et donc l'idée, c'est qu'en pensant, en réfléchissant, en disant non, en refusant, en réélaborant, en comprenant, on décide d'aller dans une autre voie. Et selon Rosa Luxembourg, ce qui fait qu'il y a des moments révolutionnaires, c'est une sorte de chimie entre un régime qui s'affaisse, qui est décadent, qui n'impressionne plus, hein, et qui n'a plus vraiment d'emprise ou de portée. Hein. Le tsarisme, c'est exactement ça. Je pense qu'on en est là aujourd'hui avec le capitalisme dans son état. Hein? Et d'autre part, des mouvements qui suscitent du désir, de la curiosité, hein? Et même un petit goût du risque. On va aller là. Hein? Il y a Patrice Leroux, un philosophe en France, qui disait « Une politique de gauche est une politique qui ne sait pas où elle va. » Bon, ne demandez pas à Québec solidaire de se donner ça comme slogan à la prochaine campagne électorale, ça ne le fera pas. Mais pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Moi, je préfère largement un parti qui dirait, bon, on va aller là-bas, on va voir ce que ça donne, que de dire, bon, on continue, on va dans le mur. Ce qui est le programme actuel, allons dans le mur. Bon, donc l'idée, c'est pas de dire, voilà, la pensée critique, c'est justement pas une idéologie qui consisterait à ériger en vérité 2-3 idées qui structureraient les organisations sociales, forcément avec des gagnants, des perdants, puis une sorte de prétention à la naturalité derrière. Avec un cadrage très étroit. C'est au contraire une volonté de penser dans une ouverture qui suppose beaucoup de patience parfois, et beaucoup d'attention et d'ouverture à l'autre, mais qui est aussi prometteuse d'entraide, de solidarité et d'intelligence, hein, une chose assez rare aujourd'hui dans le débat public. Bon, ça, j'allais relire la même question. Est-ce à cause de la pensée critique que la population commence à se servir plus qu'avant? Est-ce que à cause de la pensée critique que la population commence à se servir plus qu'avant, que les dictatures s'installent un peu partout pour conserver leur pouvoir sur la population, pour protéger leur capital?
J'ai l'impression que la pensée critique peut très bien passer pour une menace. Les Gilets jaunes, par exemple, aujourd'hui en France, qui constituent un mouvement hétérogène qu'on ne peut absolument pas inscrire dans une catégorie auquel on ne peut pas attribuer un discours, un programme ou une visée, et comme l'espèce d'éclatement d'une pensée qui n'a pas pu être médiatisée et qui forcément va apparaître n'importe comment. Parce que quand ça fait des décennies que vous mettez le couvercle sur une marmite qui surchauffe, ben il arrive ce qui arrive en France, ce qui est arrivé ici en 2012 et qui pourra arriver n'importe quand. C'est comme au moment où je pense aussi à cette écolière qui, en Europe qui refuse d'aller à l'école parce que à quoi ça sert d'aller à l'école si de toute façon la planète n'existera plus dans 10 ans? Une adolescente qui a toutes les raisons de penser ça, hélas. Donc là, on a une pensée qui éclate. Bon, c'est pas encore ça la pensée critique, mais ça en est sûrement la bougie d'allumage. Et il y a un élément dont on ne tient pas compte dans la rationalité politique, surtout à l'université quand on pense la politique comme une chose rationnelle, structurée, c'est que la politique est beaucoup l'affaire des passions. Et pour ma part, quand j'enseignais, j'insistais sur l'intérêt qu'il y a en politique à conférer un statut au malaise. Quand on est dans une situation et qu'on est mal à l'aise, il y a une raison au malaise. Le malaise n'est pas une anomalie qu'il faut soigner avec des pilules. Le malaise est le symptôme de quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est un signal que nous envoie notre corps de la même manière que lorsqu'on met sa main sur une plaque trop chaude. Il y a un malaise qui nous indique que quelque chose ne tourne pas rond et c'est là une invitation à faire preuve de critique, c'est-à-dire une invitation à penser les raisons du malaise à partir de concepts, d'idées, d'études, de notions. Et je pense que là, avec les Gilets jaunes, on en est au stade du malaise et on est face à des pouvoirs répressifs qui veulent seulement étouffer ce malaise-là et le faire passer pour pathologique, de manière assez intimidante. Et c'est intéressant de se rappeler que chez Herbert Marcuse, qui est un freudo-marxiste qui a beaucoup écrit en anglais dans son exil, lorsqu'il parle de la répression politique, il utilise en anglais le même mot qu'on utilise en psychanalyse pour évoquer le refoulement, c'est repression. Si on fait ce qu'on réprime par la police des affects qu'on invite, beaucoup de coups de matraque et des bombes, en éborgnant les gens, en leur arrachant les mains, à refouler psychiquement ce qui est en vigueur chez eux. Est-ce que j'ai le temps pour 2 questions? Oui. Est-ce que j'ai le temps pour 2 questions qui en contiennent chacun 3? Reste 3 minutes. Ouais, je vais en prendre une au hasard, je suis désolé pour les derniers arrivés. Vous ne parlez pas de la critique face à la publicité qu'on voit et qu'on entend à répétition ad nauseam à la radio ou à la télé. Est-ce qu'on appliquait tout votre exposé à ce point de vue? Bon, là, sans clash, sans limite, que chacun peut avoir la sienne. OK, je vais arrêter là. Bon, la publicité... l'idée qu'effectivement, d'une part, c'est la question de la publicité dans tout ça, puis d'autre part, c'est la question au fond, de la pluralité de la critique. Chacun peut développer son discours critique. Bon, je vais commencer par le deuxième. Bon, oui, absolument, chacun peut développer son discours critique, c'est justement ça. Mais en même temps, il faut juste être humble et savoir que là, il faut mettre faire subir un examen critique à nos notions idéologiques. Nous ne sommes pas des individus. Dites à 500 personnes de penser quelque chose, vous n'aurez pas 500 avis différents. Parce que nous ne sommes pas des individus. La phrase la plus présomptueuse qu'on peut affirmer, soutenir, est celle qui commence par « je pense que ». Sur les tribunes libres à la radio, ah oui, moi je pense que, non, je suis désolé. Il est très rare qu'on pense quelque chose. On nous fait penser beaucoup, par contre. On nous fait penser. On est tributaire des mots, des idées, des opinions qu'on nous bassine, quoi. Et penser est un exercice très difficile. Donc oui, certes, quand on vraiment le fait,
foncièrement preuve de pensée critique. On peut développer des discours qui sont singuliers, mais qui ne consistent pas en des opinions comme ça, qu'on bazarde parce que tout d'un coup quelque chose nous est passé par la tête. Ça suppose beaucoup de temps, beaucoup d'exigences, beaucoup de patience. Il est beaucoup plus difficile d'agir de manière critique que de reprendre les adages, l'idéologie, puis simplement de les refiler. Je veux dire, Richard Martineau, pourquoi il est capable de remplir une colonne par jour? C'est parce qu'il dit rien, il fait juste reprendre ce qui passe, puis il le reproduit, puis c'est pour ça qu'il est capable à flux tendu. Mais tous les autres chroniqueurs aussi. Parce qu'on ne pourrait pas, sur un plan critique, à chaque semaine, avoir quelque chose de fondé à dire. Ça suppose qu'on s'arrête sur la pharmaceutique, sur la qualité de l'eau, sur la géopolitique, sur le militarisme, sur la finance. Ça suppose qu'on s'arrête et qu'on se demande quels sont les termes qui sont à l'œuvre, d'où ils viennent, pourquoi on les utilise, pourquoi on n'en utilise pas d'autres, lesquels on a censurés, comment on pourrait reproduire des discours qui sont d'une autre nature. C'est énormément de travail et ça suppose, au fond, un rapport au commun. Et moi, je me sens jamais aussi peu moi-même, je ne m'oblitère jamais autant que lorsque je réfléchis sur ce mode que j'espère critique, au sens où il s'agit de penser pour le commun, avec le commun, ensemble. Et cette parole, par exemple, aujourd'hui, que je débite à vive allure, excusez-moi, cette parole-là, ce n'est pas la mienne, c'est la nôtre. Je vous la donne. Parce qu'elle est déjà à tout le monde. C'est des mots que j'emprunte à tout le monde, que je traite et que je redonne à tout le monde parce que je ne les ai jamais inventés. Et cela, c'est le commun. Hein, et c'est le partage. Et la pensée critique procède toujours déjà de ça. Elle n'est pas l'affaire d'un individu tout d'un coup qui a une idée dans son sous-sol. Elle est l'affaire du partage. Moi, je vais finir là-dessus. J'allais vous le dire.